Bonjour. Bon, ça dit que ça l'enregistrait. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre webinaire sur la génération Z. On va laisser un petit 30 secondes là, pour que tout le monde se connecte. On va rapidement démarrer la rencontre parce qu'on a beaucoup de sujets à aborder en une heure. On a plusieurs intervenants et intervenantes. Alors on va commencer très, très, très bientôt. Donc, la présentation s'en vient aussi. On va pouvoir commencer d'un instant à l'autre. En attendant, je vois qu'il y a des gens qui ont commencé à le faire déjà, de se présenter dans le chat. C'est le fun, les gens sont habitués, rendus en mai 2022. Je vois des noms que je connais aussi passer. C'est vraiment le fun. Donc, présentez-vous votre nom, d'où vous venez, si vous travaillez en milieu scolaire ou quoi que ce soit. On est toujours heureux de voir qui se branche à notre webinaire. On attend quelques centaines de personnes ce midi. C'est un sujet qui a touché les gens, je pense, et qui préoccupe aussi bien des gens. Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits au webinaire. Alors, on va y aller sans plus tarder. Le temps qu'on s'installe, les gens pourront continuer à se connecter. Rebonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous accueillir là, pour notre webinaire Génération Z. Comme je le disais il y a un instant, là, on a beaucoup de gens qui se sont inscrits, des centaines de personnes. C'est un sujet qui touche les gens, les aspirations professionnelles des jeunes en 2022. Merci à vous d'être présente aujourd'hui. Mon nom est Catherine Légaré, je suis présidente fondatrice de l'organisme Academos. C'est moi qui vais animer la rencontre aujourd'hui. Notre webinaire a pour objectif de vous présenter le nouveau rapport Academos réalisé suite à un sondage qui a été fait auprès des jeunes de la génération Z, donc 14 à 30 ans environ. Ce rapport-là, on l'a fait en collaboration avec Desjardins. C'est le troisième qu'on réalise chez Academos, donc il y a sûrement des habitués parmi vous qui étiez présents au webinaire de l'année passée ou d'il y a 2 ans. Donc, on aborde les aspirations professionnelles des jeunes en 2022. Petit topo de la rencontre aujourd'hui. On va commencer par un mot d'introduction par notre parrain d'Academos, M. Guy Cormier. Ensuite, je vais vous présenter les principaux faits saillants qui ressortent du rapport. On va en présenter qu'une partie ce midi parce qu'il y a beaucoup de données dans le rapport. Vous pourrez consulter notre rapport complet là, qui va être disponible dès aujourd'hui sur le site web et que vous allez recevoir après la rencontre aussi, là, puisque vous êtes inscrit au webinaire aujourd'hui. Ensuite, on va échanger avec 3 panélistes à propos d'éléments qui ressortent de cette étude pour donner du contexte aux résultats. On va partager aussi des pistes de réflexion puis des pistes d'action pour accompagner nos jeunes dans leur orientation et leur choix de carrière. On va terminer avec une période de questions d'une dizaine de minutes. Je vous invite à les écrire dans le Q&A de la rencontre Zoom. Ma collègue Hélène Poulain pourra prendre les questions puis me les faire suivre. Et si jamais on n'a pas le temps d'aborder toutes les questions parce qu'il risque d'en avoir beaucoup, on va faire une foire aux questions qui va être sur le site du rapport suite au webinaire. Donc, vous pourrez retrouver les réponses là. Je vais commencer en présentant nos panélistes. Vous voyez quelques personnes à l'écran, juste avant le mot d'introduction de notre parrain. Donc, vous voyez à l'écran en ce moment M. Louis Cournoyer, qui est conseiller d'orientation, professeur-chercheur en développement et counseling de carrière, ainsi que directeur à la maîtrise en counseling de carrière à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal. Donc, bonjour Louis. Josée Landry, ensuite, qui est conseillère d'orientation également et présidente de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Bonjour, Josée. Et enfin, Audrey Dupuis, qui est candidate au doctorat, donc on parle de la relève en éducation à l'Université de Sherbrooke et conseillère d'orientation également. Donc, on va les retrouver un peu plus tard pour commenter le rapport là, avec les questions qu'on abordera. On est heureux aujourd'hui d'avoir parmi nous notre parrain d'Academos qui n'est plus nécessaire de présenter. On a la chance de l'avoir souvent dans nos événements. Il s'agit du président et chef de la direction du mouvement Desjardins, M. Guy Cormier. Alors, je vous invite, Guy, à nous adresser un mot d'introduction avant qu'on passe au rapport.
Bonjour tout le monde. Merci Catherine. Très, très content d'être avec vous. Surtout qu'on lance ou qu'on dévoile cette troisième édition du rapport Génération Z là, qui traite beaucoup plus des aspirations professionnelles des jeunes. Puis, je veux dire bravo à Academos encore parce que le travail que vous faites est tellement, tellement important. Les constats qu'on voit aujourd'hui vont nous aider, j'en suis convaincu, à avoir une meilleure idée de la perception des jeunes. Oui, sur leur travail, mais leur champ d'intérêt, puis aussi leurs attentes par rapport à la carrière. Puis souvent, on entend parler de pénurie de main-d'œuvre actuellement. Moi, je n'utilise plus ce mot-là. Je pense qu'il faut arrêter de parler de pénurie de main-d'œuvre. Il faut parler de transformation du monde du travail. C'est ça qui se passe actuellement. Et le rapport a beaucoup de valeur par rapport à ça. Puis quand vous êtes à la tête d'une organisation de 54 000 employés, dont 35 ont moins de 35 ans, je peux vous dire que j'ai lu ce rapport-là avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Peut-être quelques commentaires, puis les panélistes vont sûrement aller avec encore plus de profondeur que moi ou peut-être réagir à ce que je dis. Mais moi, ce qui m'a marqué dans le rapport, c'est oui, il y a encore beaucoup d'anxiété chez nos jeunes. En même temps, c'est une âge dans la vie où il y a beaucoup de nouveaux stresseurs, là, des nouveaux amis, parfois on quitte la maison, un nouvel appartement, les examens à l'école, 2, 3 jobs, change de job. Donc, c'est un peu normal qu'il y ait de l'anxiété, mais il est clair que la pandémie des 2 dernières années a vraiment exacerbé cette anxiété-là. C'est évident. Puis moi, ce qui m'a aussi marqué dans cette étude-là, puis peut-être qu'il y aura des commentaires, c'est à quel point les finances personnelles, l'argent dans l'anxiété prend une place importante dans cette étude-là, cette fois-ci. Même la dimension argent, tout simplement, là, qui en 2019 était au 5e rang des valeurs les plus importantes pour les jeunes, après la santé, bien-être, climat de travail, dépassement de soi, soif d'apprendre, bien là, maintenant, l'argent est au 2e rang. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il quelque chose là? Puis d'ailleurs, quand on pose la question aux jeunes, qualitativement, qu'est-ce qui définit le mieux à tes yeux ta perception du monde du travail ou ce que tu recherches éventuellement? Un salaire compétitif sort au 2e rang, à hauteur de 30 %. Ce n'était pas le cas dans les études précédentes. Fait que, y a-t-il un phénomène de pandémie? Y a-t-il un phénomène aussi de contexte social actuellement où nos jeunes sont à la recherche de repères, de modèles, voient des choses sur les réseaux sociaux, voient des gens dans leur entourage, voient certains emplois qui ont l'air d'être mieux rémunérés. Donc, y a-t-il de ça? J'ai hâte d'écouter nos panélistes peut-être, mais moi, c'est un élément du rapport qui m'a quand même marqué cette fois-ci comparativement à peut-être la deuxième ou la troisième, la deuxième ou la première version. Puis je pense que nos jeunes, ce que ça démontre, c'est qu'ils sont lucides aussi. Ils sont extrêmement lucides et réalistes sur leur avenir et ils savent qu'une bonne rémunération va quand même être importante dans leur vie. Fait qu'il y a aussi, je pense, cette dimension-là de lucidité. Puis en même temps, je pense que nos jeunes, ça j'en suis convaincu, sont tellement lucides qu'ils voient très bien que cette génération montante-là là, va avoir des défis et des enjeux à relever assez importants. Ils vont grandir dans une société au Québec qui est vieillissante, ce qui veut dire que les impôts à payer pour ces jeunes-là, pour soutenir le système de santé qu'on a à soutenir, ils voient très bien qu'ils vont être beaucoup moins de jeunes à le payer. Si vous rajoutez là-dessus l'accès au logement, l'accès à un appartement, le prix de l'immobilier, moi, je l'ai dit publiquement, je pense qu'on est en train de frôler l'inéquité intergénérationnelle et ça nous interpelle toutes et tous à retrousser nos manches encore plus pour aider les jeunes parce qu'on risque peut-être de leur laisser une prochaine génération en pas si bon état que ça. Alors, ce que fait Academos dans son mentorat, dans son accompagnement, dans son suivi, c'est tellement, tellement important. Ce que vous faites toutes et tous sur la ligne, probablement pour aider des jeunes à passer à travers les défis qu'ils ont à vivre aujourd'hui ou dans les prochaines décennies, c'est tellement important. Donc, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. J'ai hâte d'entendre notre panel, puis j'ai hâte de revenir à la fin là, pour la période des questions. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci Catherine. Merci, Guy. J'aime beaucoup votre mot de la fin parce que je vois les mots passer dans le chat, les gens qui se présentent. Il y a énormément d'intervenants de première ligne qui sont branchés en ce moment.
Puis je pense que de vous entendre dire que le travail est important, que les jeunes sont importants, ça doit être, en tout cas, moi, ça me booste Ouais. à continuer ma mission. Là, mais il y a des gens du milieu scolaire, il y a des gens du milieu communautaire, Carrefour Jeunesse Emploi, etc. Là, fait que c'est vraiment des gens qui, comme chez Academos, travaillent directement auprès des jeunes au quotidien. Bravo. Donc, justement, parlant d'Academos, pour les personnes qui ne nous connaissent pas ou peu, je vais brièvement présenter là, ce qu'on fait chez Academos juste avant de passer aux résultats de notre rapport. Donc, Academos, c'est un organisme à but non lucratif qui aide les jeunes de 14 à 30 ans à trouver leur carrière de rêve en leur permettant de dialoguer gratuitement avec des milliers de professionnels qui sont passionnés par leur métier. Et tout ça, on le fait via une application web et mobile. Chaque année, on accompagne plus de 20 000 jeunes dans la préparation de leur avenir professionnel et on fait ça depuis 23 ans maintenant. En ce moment, il y a environ 150 000 jeunes qui ont un compte sur l'application Academos. On en est très fiers parce que ça donne beaucoup de portée, puis on sait qu'on aide beaucoup de jeunes là, avec tout ça. Et on a de l'autre côté une communauté de 3 400 mentors bénévoles qui font mais vraiment toutes sortes de métiers et professions. C'est ce qu'on vise. Chez Academos, on vise l'inclusion, entre autres. Là, donc, peu importe le niveau d'études, le champ d'emploi, etc., il y a des mentors pour répondre aux jeunes. Et l'année passée, on a fait 23 000 jumelages entre des mentors et des jeunes. Là, donc, c'est assez colossal là, ce qu'en travaillant en lien avec la communauté, on arrive à faire là, pour aider les jeunes. Donc, maintenant, si on parle de l'étude Comprendre les aspirations professionnelles des jeunes en 2022, je vais vous présenter les principaux faits saillants et on va en discuter tout de suite après avec les panélistes. Donc, cette étude-là, elle visait particulièrement les jeunes de la génération Z. Donc, ce sont des jeunes qui sont nés entre 1993 et 2011. Les plus jeunes ont donc 11 ans environ maintenant dans cette génération-là et les plus âgés sont dans leur 29e année en 2022. Donc, il s'agit de personnes qui, depuis quelques années, entrent dans le marché du travail. Certains sont encore aux études, là, bien évidemment. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, puis en situation de. Là, je ne devrais plus dire pénurie de main-d'œuvre, après ce que notre parrain vient de dire, de transformation du monde du travail et de situation de plein emploi, il est essentiel de se questionner sur les attentes des jeunes, puis on a vu que c'est en évolution d'ailleurs. Nous, on voulait voir leurs besoins, leur vision du monde professionnel, afin de les accueillir au mieux chez nous, chez Academos, mais aussi dans le monde du travail. Alors, avec ce rapport-là, on souhaite comprendre les aspirations professionnelles des jeunes pour pouvoir mieux les soutenir dans leur cheminement de carrière, puis travailler tous ensemble à trouver des solutions pour les amener à développer leur plein potentiel et à prendre leur place dans la société et dans le monde du travail. Cette étude-là, elle a été menée simultanément au Québec et en Ontario. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les résultats des répondants québécois. Donc, ce sont des résultats qui sont issus de 1005 réponses de jeunes Québécois, Québécoises âgés entre 14 et 30 ans. Ce qui est important de préciser aussi, c'est que le sondage a été réalisé entre le 21 décembre 2021 et le 9 janvier 2022. Donc, il y avait une partie des répondants qui ont répondu durant les vacances des fêtes, disons. Et je vous rappelle qu'au 9 janvier 2022, l'école se faisait à distance et on avait eu la réintroduction d'un couvre-feu. Donc, on était dans une période qui était peut-être moins facile que maintenant, là, au moment où les jeunes ont répondu au sondage. On va y aller avec des résultats, des faits saillants. Le premier résultat qu'on voulait vous présenter, c'était en lien avec la motivation scolaire parce que l'année passée, on avait beaucoup enquêté sur cette thématique-là. On voulait faire un suivi là-dessus. Donc, comme vous voyez à l'écran en ce moment, on a observé une légère remontée de la motivation scolaire par rapport à 2021. Le sondage avait été fait à peu près à la même période de l'année, en 2021. On avait à ce moment-là une motivation qui était à 5,8 sur 10 là, en moyenne. Là, c'est remonté d'environ 1 point là, cette année. Les jeunes qui se disent démotivés, il y avait des commentaires ouverts dans le sondage, nous ont dit avoir perdu
une certaine dynamique de discipline pendant les cours à distance. Ils étaient nombreux aussi à manquer de motivation en raison des cours qui suivent, qui ne les intéressent pas vraiment. Et c'était probablement encore plus difficile quand ça se passait à distance. Il y a des étudiants aussi qui nous ont dit ne pas être parvenus à avoir les résultats nécessaires pour entrer dans les programmes qu'ils désirent. Il était dans une situation où il étudiait un petit peu par dépit et non par intérêt, puis ça l'entraînait une baisse de motivation scolaire. On a noté aussi que la motivation scolaire était meilleure chez les étudiants qui savaient ce qu'ils voulaient faire professionnellement ou qui étaient plus sûrs de leur choix de carrière. Donc, c'est une corrélation, là. Je ne suis pas en train de dire des causes à effet, mais il semble avoir quelque chose entre ces deux données-là. Ensuite, si on passe à l'anxiété, on a observé de l'anxiété chez les étudiants. Il y avait 45 des répondants qui se disaient assez ou très anxieux par rapport à leur choix de carrière au moment de réaliser le sondage. Les jeunes, dans les raisons qu'ils donnaient, là, on pouvait faire deux regroupements, disons, dans les raisons. La première source d'anxiété semble être liée en lien avec le domaine d'études ou de carrière qui est choisi par le jeune. Donc, pour certains jeunes qui avaient fait des choix où ils voyaient que ce métier-là était pour être particulièrement exigeant ou qui avaient une perception de perspective d'emploi limitée dans le choix de carrière du jeune ou que le choix semble être dans un milieu où il y a des conditions de travail difficiles ou qui nécessitent un investissement financier. Il y avait beaucoup de commentaires en lien avec ça. La deuxième source d'anxiété a l'air de se situer, puis là, nos experts pourront commenter là-dessus, là, directement dans le processus décisionnel. Donc, les gens ont commenté sur le fait qu'ils étaient anxieux par rapport à l'importance qu'ils accordent à une telle décision. D'ailleurs, ils savent que le travail, ça va être une chose importante dans leur vie, là, fait que c'est une grande décision. Plusieurs disent également ressentir de l'anxiété en raison d'un questionnement qui pourrait mener à un changement de domaine. Donc, ça, c'était comme un ensemble de raisons qu'on a mis ensemble. On a observé aussi une anxiété plus faible chez les étudiants qui savent ce qu'ils veulent faire plus tard. Ensuite, autre résultat qu'on voulait mettre en lumière aujourd'hui, c'est en lien avec ce qui est important pour les jeunes dans un choix de carrière. Donc, cette année, à nouveau, on a observé que le plaisir et l'épanouissement personnel, c'est au cœur des préoccupations de carrière des jeunes. Il y a 55 des répondants qui disent avoir comme objectif principal de carrière de s'épanouir dans un domaine ou une profession qui les passionne. C'était déjà quelque chose qu'on avait vu dans les autres sondages avant et puis qui nous apparaissait être nouveau dans cette génération-là. Donc, ça se confirme encore cette année que c'est quelque chose d'important pour les jeunes. Donc, on va en reparler aussi tout à l'heure. Ils sont 36 aussi à placer la notion de plaisir en priorité dans leurs décisions liées à la carrière. Donc, c'est quelque chose d'important pour nos jeunes. Ensuite, un autre résultat qui est important, c'est, disons, le facteur de réalité. Si les jeunes priorisent l'épanouissement, le plaisir, le développement dans sa carrière, ils restent réalistes quant à leur avenir professionnel. Ils ont conscience que le travail va occuper une grande place dans leur vie. C'est 88 d'entre eux qui disent que le travail sera assez ou très important dans leur vie professionnelle. Aussi, les perspectives d'emploi sont primordiales pour eux dans leur choix de carrière, qu'il s'agisse des perspectives actuelles ou futures pour un métier ou une profession. Les jeunes, ils ne semblent pas déconnectés de la réalité. Là, ils veulent vraiment voir les possibilités de carrière dans les secteurs vers lesquels ils veulent se diriger. Ils ont besoin de se projeter et d'être rassurés quant aux possibilités qu'une profession ou un métier pourrait leur offrir. Donc, là, on est à 66 des jeunes qui disent que les perspectives d'emploi sont importantes pour eux et qu'elles vont avoir à 62 de l'influence sur leur choix de carrière. Donc, c'est de l'information qu'ils veulent avoir.
Enfin, bien, on a demandé aux étudiants quel type d'outils leur était plus utile, là, si on tombe davantage dans les solutions. Quels seraient les outils les plus utiles dans leur réflexion de carrière? Là, on a la moitié des jeunes qui nous ont répondu qu'effectuer un stage, une rencontre virtuelle avec un professionnel, en fait, tout ce qui est très concret, les aiderait serait une solution utile là, pour les aider à entrevoir leur avenir professionnel. On observe qu'à travers les ressources qui sont privilégiées par les jeunes, il est essentiel d'être connecté avec la réalité du marché du travail. Il y a des stages qui arrivent en tête, les rencontres virtuelles qui arrivent en tête, discuter avec les professionnels, obtenir de l'information sur des métiers. C'est toutes des choses qui ont jugé utiles là, dans le sondage à leur processus d'orientation. On relève également l'influence des parents dans le processus décisionnel et dans la réflexion par rapport au choix de carrière des jeunes. Discuter de choix de carrière avec leurs parents est une ressource privilégiée à 20 par les répondants. C'était le cas l'année passée aussi quand on avait demandé aux jeunes qui, dans leur entourage, étaient des personnes importantes pour discuter de choix de carrière. Les parents occupaient une place importante, donc c'est encore là cette année. Alors, c'est l'essentiel des données dont on veut discuter aujourd'hui. Comme j'ai dit en introduction tout à l'heure, pour les personnes qui n'étaient pas encore arrivées, l'ensemble des données est disponible dans le rapport. Vous allez en recevoir une copie après le webinaire d'aujourd'hui. Alors, si vous voulez avoir tous les détails, je vous invite à consulter le rapport directement. On va maintenant passer à l'échange avec nos panélistes. On va arrêter le partage d'écran pour voir nos panélistes. Alors, les questions vont être directement reliées aux résultats qui viennent d'être présentés. On va commencer par le premier résultat qui nous a interpellés, nous, chez Académa, c'est au sujet de l'anxiété. Donc, je vais commencer avec une question pour Audrey, puisque Audrey, tu travailles sur la question de l'anxiété en lien avec le choix de carrière là, dans le cadre de ton projet doctoral. Donc, ça a été quoi ta réaction par rapport à ce que tu as vu dans le sondage sur les sources d'anxiété, sur le niveau d'anxiété, par rapport à ce que toi, tu as vu là, dans le cadre de tes travaux? Oui, mais en fait, quand j'ai vu les résultats, j'ai pas été surprise. J'étais quasiment déçue de ne pas être surprise. En fait, j'aurais aimé ça que les résultats me donnent tort, mais effectivement, moi, je travaille avec les jeunes à la fin du secondaire, 4e, 5e secondaire, puis on voit que leur anxiété en situation de choix de carrière est vraiment très, très élevée en général. Puis, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant avec ce phénomène-là, c'est qu'il n'y a pas une source. Il n'y a pas un profil de jeune qui va vivre l'anxiété en situation de choix de carrière. C'est très, très vaste. Cela étant dit, c'est sûr qu'on va remarquer certains traits qui vont ressortir un petit peu plus. Donc, par exemple, de sentir qu'on n'a pas de place à l'erreur. Donc, il faut que je fasse le bon choix du premier coup, parce que sinon, je vais perdre trop de temps, je vais perdre de l'argent. Donc, pour plusieurs jeunes, il y a vraiment une crainte de ce choix-là. C'est un choix qui a une grande importance, puis je dois faire le bon choix du premier coup. Donc, ça, pour plusieurs jeunes, ça ressort quand même. Ce qu'on remarque également, c'est que l'entourage des jeunes va jouer un rôle très, très important dans l'anxiété qu'ils vont éprouver par rapport à leur choix de carrière. Donc, par exemple, j'ai des jeunes qui me disent « Oh, moi, j'y avais pas pensé, mais là, j'en ai parlé avec mes amis, puis là, tout le monde sait ce qu'il veut faire, puis moi, je ne le sais pas du tout. » Donc, ça peut être générateur d'anxiété pour quelques jeunes. Puis également, ce qu'on va remarquer, c'est que là, je me doute qu'il y a beaucoup de parents là, dans l'assistance. Le parent va jouer un rôle très, très central dans le choix. On en a parlé un petit peu plus tôt dans les résultats que Catherine a présentés, mais les parents qui sont très généralement pleins de bonne volonté, mais qui parfois vont ajouter une pression supplémentaire sur leurs jeunes en leur posant régulièrement des questions là-dessus. Ça peut être source d'anxiété pour le jeune si on pose des questions, par exemple, à tous les jours ou très, très régulièrement. Donc, les parents, vous êtes une source fantastique d'accompagnement de votre jeune dans le choix de carrière, il n'y a pas de doute là-dessus, mais parfois, dans certaines actions qu'on peut poser de façon inconsciente, ça peut être source d'anxiété pour les jeunes. Donc, l'entourage joue définitivement un rôle très, très important dans l'anxiété face au choix de carrière chez nos jeunes. Merci, Audrey. Je laisserai Josée continuer. Là. Tu as sûrement des
des Ben, éclairages supplémentaires à apporter? Oui, ben, je peux enchaîner. Évidemment, je m'inscris dans tout ce qu'Audrey vient de dire. C'est très intéressant. Puis, sans tout répéter, je continuerai en disant que ben, la méconnaissance de soi aussi peut augmenter l'anxiété dans le sens où il y a une grande multitude de choix. Il y a une certaine époque dans la société où il n'y avait pas beaucoup de choix là, quand on voulait aller dans le marché du travail ou aux études. Et maintenant, il y a tellement de choix. Et plus on avance dans la vie, plus il y a de choix. Et Audrey parlait de l'entourage là, des jeunes. Et plus un jeune consulte son entourage, ses amis, sa famille, plus les opinions peuvent diverger. Alors, ça peut créer de la confusion. Et ça peut augmenter aussi l'anxiété. Donc, je dirais que d'autant plus à ce moment-là, la démarche d'orientation peut être aidante pour aider le jeune à se centrer sur lui-même et son propre fonctionnement psychologique, donc ses intérêts, son profil de personnalité, ses ressources personnelles et voir vraiment ce qui lui convient à lui ou elle. Et ensuite, évidemment, voir effectivement le choix qui est réaliste et réalisable là, dans l'offre de programmes d'études, etc. Mais vraiment de faire un choix qui lui convient. M. Cormier, tout à l'heure, disait là, comment, comme adulte, on peut être aidant. Audrey parlait comme parent. Ben, je pense que dans l'entourage du jeune, on peut tous se compléter pour aider un jeune, mais je pense qu'une aide professionnelle, Catherine, tu parlais du rôle d'Académa, je pense que le mentor a un rôle aussi, mais le rôle du professionnel en orientation, c'est ça aussi, hein, son expertise, c'est vraiment d'évaluer et de mettre à l'épreuve, le jeune ensuite, mettre à l'épreuve ce que le conseiller d'orientation a fait comme évaluation, mais peut-être que j'aimerais ce domaine-là, ben, élève d'un jour, un stage, parler avec un mentor, aller chercher de l'information sur Internet. Je pense que c'est ce qui fait une démarche peut-être plus globale et plus complète aussi, mais que le jeune puisse comprendre comment il fonctionne aussi pour voir après avoir un projet qui est motivant et qui a du sens. C'est la conciliation de tout ça, dans le fond, qui va faire du sens. Oui, et qui va diminuer l'anxiété en bout de ligne. Louis? Et moi, j'ai le goût d'apporter l'angle que l'orientation, c'est en soi un contexte anxiogène. C'est une date arrêtée. On ne le choisit pas. Ça se présente là. On ne le décide pas au moment qu'on va le sentir, qu'on va être. Le 1er mars, c'est le 1er mars, donc par défaut, ça l'est souvent, puis pour beaucoup d'êtres humains. Donc, l'avenir, ça peut être stimulant, mais ça peut être aussi insécurisant. Donc, ça peut être des sources d'anxiété. Je dirais également que génération après génération, ou plutôt cohorte d'âge après cohorte d'âge, les jeunes sont de plus en plus socialisés à la santé mentale, aux enjeux d'anxiété, de stress, c'est-à-dire savoir un peu ce que c'est, se donner le droit de le vivre. Conséquemment, il peut y avoir une portion là, des résultats qui manifestent un droit de se reconnaître anxieux comme tel. Au niveau de stratégies possibles, parce qu'on a parlé de parents, puis on pourrait parler aussi d'intervenants. Ce qui est important, c'est que quand une personne manifeste son anxiété, la meilleure des interventions au départ, ce n'est pas technique, ce n'est pas stratégique, c'est de ne pas juger. C'est de ne pas. Puis quand je dis juger, des fois, c'est même pas de dire à la personne tu t'en fais pour rien, tu t'en fais bien trop, etc. Non, pour la personne qui le vit, c'est souffrant à différents niveaux. Donc, le premier point de contact, c'est d'entendre ça. Par la suite également, c'est de ramener la personne à être plus en contact avec elle-même. Donc, pas être tout de suite en mode solution, encore une fois, mais qu'est-ce que je vis, comment ça se passe? On est dans une société de plus en plus qui valorise le mindfulness, la présence attentive, ça peut rejoindre ça. Dernier point également, l'anxiété joue un rôle important dans l'orientation. On parlait de processus décisionnel qui, d'ailleurs, selon les recherches, plus que la connaissance de soi, plus que la connaissance des professions, plus que savoir où trouver de l'information, la difficulté de décision de carrière numéro 1 chez les jeunes dans les sociétés occidentales en général, c'est comment on prend ça, une décision. Donc, plutôt que d'amener la personne à identifier un choix, on devrait penser à comment développer avec la personne une certaine compétence à s'orienter.
je conclus rapidement en disant que s'orienter aussi, ça affecte grandement. Plus on vit d'anxiété, plus ça affecte dans une prise de décision de carrière nos fonctions exécutives, donc concentration, attention, organisation des idées. Donc, vous voyez, quand je disais tantôt l'importance de s'arrêter avec la personne, c'est essentiel parce que la personne qui vit de l'anxiété tombe dans une certaine forme de brouillard décisionnel. Ou de saturation, là. Oui, c'est ça. OK, bien, tout ça est très éclairant, puis il y a peut-être même un lien avec la motivation scolaire à ce moment-là. Si on est dans ce brouillard-là, dans cette saturation cognitive, bien, c'est peut-être plus difficile de se concentrer à l'école, etc. Là. Il y a peut-être des liens aussi qu'on pourrait faire. Ils nous ont dit aussi, les jeunes, que c'est important pour eux l'épanouissement, le plaisir au travail. Ce qu'on s'est demandé, nous autres, ben, c'est ces priorités-là que les jeunes ont, est-ce qu'elles sont en accord maintenant avec les transformations qu'a subi le marché du travail? Est-ce qu'ils vont y trouver leur compte? Josée, je commencerai par toi cette fois-ci. Écoute, moi, j'avais parlé de pénurie du travail, mais moi non plus, j'ose plus vraiment. Mais M. Cormier, moi aussi, il y a des termes que j'ai décidé de plus dire. Je ne parle plus de rétention de personnel. Moi, je parle de fidélisation. Si je peux partager mes propres... j'ai barré des mots aussi. Mais effectivement, la transformation du marché du travail, là, dans les réflexions que je me suis faites, et la pandémie ont amené le travail à prendre des formes différentes. Vous avez peut-être vu passer les différents articles et reportages sur les tracances, entre autres, qui est une contraction du mot travail et vacances pour rendre le travail un peu plus agréable. Donc, quand on parle, par exemple, comme s'il fallait que le travail soit absolument agréable. Est-ce que le travail est toujours désagréable? Non. Mais est-ce que l'épanouissement passe toujours par le plaisir? Pas nécessairement non plus. Et est-ce que c'est absolument seulement les jeunes qui veulent s'épanouir? Dans notre pratique en orientation, on voit la plupart des gens qui viennent nous voir nous disent, ben moi, je souhaite m'épanouir, me réaliser. Alors, souvent, l'épanouissement passe aussi par se sentir utile. Par exemple, pendant la pandémie, on a vu beaucoup de gens vouloir aller dans le réseau de la santé parce que les besoins augmentaient en éducation, dans les services de garde, et ce sentiment d'utilité-là qu'ils n'avaient pas dans leur travail parce qu'ils étaient, par exemple, des employés plus du secteur manuel, et ça fait monter ce sentiment d'utilité-là qu'ils avaient en eux, bien, ils se sentaient qu'ils s'épanouissaient davantage. Donc, oui, ce besoin d'épanouissement-là, je ferais comme une espèce de petite réflexion sur le sondage. Est-ce que c'est parce qu'ils sont jeunes ou dans le sondage, ça ressort aussi parce qu'on est dans cette période-là de pandémie aussi et que le travail a pris une autre forme. La pénurie de main-d'œuvre ou la rareté de main-d'œuvre fait que les employeurs en ce moment rivalisent d'astuces et d'ingéniosité pour attirer du personnel en ce moment. Là, on parle de traquance, et il faut absolument avoir du plaisir au travail en ce moment. Viens t'amuser, on a un beau décor, on a des conditions de travail, tu peux travailler de chez vous, tu n'as pas à traverser les ponts, il y a toutes sortes de choses. Et est-ce que ça a influencé les réponses au sondage? Je ne le sais pas. La période où le sondage a été fait, je ne sais pas à ce moment-là, je n'arrive pas à me rappeler les discours des employeurs à ce moment-là, mais c'est certain que à ce moment-là, les jeunes voyaient leurs parents en télétravail. Ça, je m'en rappelle très bien. Et j'entendais des parents dire, dans mes Zooms que j'avais, et vous aviez tous aussi, là, des parents me dire, moi, mes jeunes me voient travailler, puis ils me disent, mais je ne pensais pas que tu étais tout le temps en réunion comme ça. Ils ont vu la réalité du travail et ils ont parlé davantage avec leurs parents. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et il y a eu beaucoup plus de discussions sur le travail. Est-ce que j'aimerais faire ça? Et est-ce que tu aimes ton travail?
ils demandaient ça à leurs parents. Donc, peut-être que le besoin d'épanouissement, ils l'ont compris davantage, puis ils ont compris davantage ce que c'était aussi, et ils en ont vu l'importance, peut-être. Oui, tout à fait. Et Puis d'ailleurs, le salaire a peut-être pris une importance différente. Excuse-moi, Catherine. Oui. non, mais c'est intéressant ce que tu disais avec le sentiment d'utilité, parce que là, on n'a pas présenté ces résultats-là tout à l'heure, mais on a aussi sondé sur les secteurs qui intéressent les jeunes. Puis, tu sais, le gros bon sens aurait peut-être dit que les jeunes auraient quitté la santé des secteurs, tu sais, mais non, ils continuent d'avoir de l'intérêt pour ces secteurs-là. Fait que s'épanouir, c'est pas toujours le plaisir, là, tu sais, c'est ça. Et il y en a qui quittent la santé. Quelqu'un d'autre. Parce que le temps file. Je passerai à Louis cette fois-ci. Je pense que tu avais des éléments à apporter en lien avec peut-être plus un contexte social aussi. Oui, tout d'abord, rapidement aussi, ce que je voulais dire là, sur l'épanouissement, c'est un peu comme disait José, ça ne se limite pas à l'hédonisme, au plaisir immédiat. Ça peut s'inscrire plus largement dans une satisfaction de besoins à plus ou moins long terme. Puis l'épanouissement pour les jeunes, ça peut être un épanouissement global aussi, c'est-à-dire ça ne passe pas nécessairement par le travail. Donc, il n'y a pas nécessairement de contradiction quand on se projette dans nos projets personnels plutôt que des projets strictement professionnels à inclure toutes les sources qu'on veut avoir. Puis c'est souvent ça qu'on voit notamment à l'université chez les jeunes qui cherchent à composer avec tout ça. Maintenant, c'est clair que aussi, on peut penser avec des facteurs plus sociaux. Moi, je crois beaucoup que, comme je disais dans ma réponse précédente, les jeunes aujourd'hui progressent par rapport aux cohortes antérieures. Puis c'est une société, ça avance. Ça ne fait pas toujours aller en décadence. Là. Des fois, ça avance aussi. Les jeunes qu'on a, un peu comme disait José, plusieurs ont vu leurs parents travailler, les ont observés, ils ont vu être heureux ou moins heureux dans leur travail. Conséquemment, ça leur a pu leur inspirer des pistes d'épanouissement. Mais ils ont aussi eu des parents qui étaient plus enclins à l'épanouissement, à l'écoute de soi, faire ce qu'on aime, etc. C'est sûr que derrière ça aussi, il y a un contexte qu'on pourrait dire économique. Quand on parle des jeunes là, nés, au début, on parlait, là, depuis 2000, hein, depuis le début là, sur le bord des autoroutes, là, avec des affiches « Nous embauchons », cette génération-là de jeunes, trouver un travail étudiant n'a jamais été quelque chose de « j'espère que je vais avoir une chance ». Ça a été assez facilitant. Donc, conséquemment, il y a un marché du travail. Je comprends que dans l'avenir, l'accès à la propriété, le coût de la vie, etc., ça peut être très préoccupant. Mais dans le plus immédiat, l'accès à l'emploi, la possibilité de faire ce qu'on veut, de changer, est très présent. Et enfin, on pourrait parler quasiment d'une question d'âge. Quand tu es jeune, là, l'épanouissement, s'il y a un temps, il faut que tu le vives, c'est bien là. En fait, il faut le vivre tout au long de la vie. Mais quand il est jeune, il y a moins de responsabilités, c'est un temps propice à s'écouter soi-même. Donc, c'est pas surprenant que des jeunes soient enclins à l'épanouissement quand ils arrivent devant un monde qui les insécurise, mais qui est là devant eux plein de possibilités. Voilà, c'est tout. Audrey, souhaitais-tu ajouter quelque chose sur cette question-là en lien avec le marché du travail? Parce que je sais oui, peut-être tu peux faire le pont avec justement aussi le contact direct avec le marché du travail. Comment ça complète les interventions que vous faites en orientation? Tout à fait, parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans mon contact avec les jeunes, c'est que de manière peut-être un petit peu naïve, ils ne savent pas trop exactement le marché du travail va ressembler à quoi. Pour eux, si ton travail répond à tes intérêts, répond à tes passions, c'est plus du travail. Donc, ça part effectivement là, de l'épanouissement qu'on va rechercher dans le travail, mais également fait un peu un pont avec le fait que pour eux, c'est très flou, c'est quoi le marché du travail. Ils ont une vision très abstraite. Donc, moi, je travaille avec des jeunes de 15-16 ans. Donc, le marché du travail, c'est quoi? La vision est un peu floue. Mais ce que je trouve intéressant par rapport à l'épanouissement au travail, c'est que ça peut créer un effet un petit peu négatif dans un certain sens où les jeunes se disent « Ah, il faut absolument que j'aime mon travail. Il faut absolument que j'aime mon travail. » Puis, qu'est-ce qui arrive si finalement je ne l'aime pas assez?
ce travail-là. Donc, il y a un effet qui peut rajouter un niveau d'anxiété de dire qu'il faut absolument que je trouve un travail puis que je vais l'aimer. Ça va être ma passion, ça va être ça, ma passion de vie. Donc, ça rajoute un petit niveau d'anxiété parfois, là, cette recherche d'épanouissement-là chez les jeunes. Oui, mais tout à fait, c'est vrai. Donc, Josée, comment le contact avec le monde du travail complète? Tu as abordé un petit peu la question tout à l'heure. Oui. C'est Ben, ça. c'est ça, je l'avais abordé tout à l'heure, mais très rapidement, ce que ça permet de faire, c'est de mettre à l'épreuve, comme je le disais, l'aspect un petit peu plus théorique qu'on aura vu en évaluation, en orientation, là, soit par, comme je disais, mentorat ou élève d'un jour. Parce qu'un jeune, là, souvent, c'est beaucoup plus concret. Hein. Il y a besoin de voir. Puis souvent, dans les portes ouvertes, là, on va recommencer à en avoir là, dans les établissements scolaires, pouvoir parler à d'autres jeunes qui étudient dans le programme qui nous intéresse ou à des professionnels qui pratiquent la formation ou le métier qu'on veut faire, savoir à quoi va ressembler une journée dans le métier ou la profession que je voudrais pratiquer. Ça permet de se projeter un petit peu plus concrètement, puis ce qui est important pour un jeune, c'est de savoir avoir un peu une idée, mais même s'il ne sera jamais sûr à 100%. Et ça, c'est un peu difficile à accepter aussi pour un jeune, mais diminuer un peu les doutes. C'est ce que ça permet de faire. Louis, je t'ai senti vouloir réagir. Ouais, en fait, moi aussi, j'ai senti ça. OK. C'est ça. Si on parle d'expérience, comme on dit dans le rapport, si on parle d'expérience, de vivre des stages, rechercher des expériences comme ça, la formation, qu'elle soit à l'école, elle va permettre de développer le sentiment d'efficacité, notamment au niveau de la maîtrise d'une tâche. On va apprendre à comprendre, etc. Mais le contact avec des professionnels peut permettre d'observer quelqu'un, exercer quelque chose auquel on s'identifie et de faire plein de contacts en train d'observer ou discuter avec quelqu'un. Je me reconnais-tu dans cette personne-là? Donc, d'ailleurs, à Académa, souvent, on a l'impression qu'on va parler de profession, mais moi, mon avis, c'est qu'on ne parle pas de profession. On est en train de parler à quelqu'un et on se dit, cette personne-là, elle me ressemble-tu? Est-ce que je peux me ressembler au travers de ce qu'elle fait? Puis il y a également l'idée de vivre une expérience, ça peut calmer l'anxiété, ça peut calmer les appréhensions, ça peut nous aider à apprendre à se réguler émotionnellement dans ses façons de penser, ses croyances, parce que là, on le vit live. Par contre, je dirais la valeur d'une activité, quelle qu'elle soit, réside toujours dans la qualité du retour. Donc, c'est là que je ramène ma profession au travers de ça, de conseiller d'orientation. C'est ça. Ben, c'est parce qu'on peut faire vivre plein de choses à une personne, mais il faut le récupérer. Sinon, c'est plein d'expériences, mais on laisse la personne devoir gérer l'intégration de tout ça. Il y a des professionnels qui vont se faire un plaisir de revenir avec ça, avec les gens. Ça contextualise tellement pourquoi, tu sais, chez Académa, on travaille tout le temps en collaboration avec les intervenants du milieu, puis c'est pas pour rien qu'il y en a beaucoup de branchés en ce moment, tu sais, autant en milieu scolaire comme à l'école secondaire. La plupart des jeunes découvrent Académa à l'école, tu sais, puis c'est par un intervenant qu'ils le découvrent, fait que ça permet cet aller-retour-là de réflexion, de test d'humain à humain avec un mentor, là, fait que c'est là qu'on est très complémentaires. La troisième complémentarité est sûrement avec les parents, puis j'aimerais ça qu'on parle, je pense que la plupart des gens là, qui sont employeurs en ligne, intervenants, il y en a beaucoup qui sont aussi parents. Fait que le dernier bloc de questions, j'aimerais ça qu'on s'adresse aux parents plus spécifiquement. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les parents? Comment est-ce qu'on peut reconnaître nos limites? On en a abordé un tout petit peu en début de panel. J'aimerais ça vous entendre un peu davantage là-dessus, là, à peu près une minute chacune, pour le temps qui nous reste dans le panel. Qui voudrait commencer? Josée? Ah, ben, écoute, une minute, tu sais comment que moi j'aime parler, mais je sais. Écoute, je vais dire, c'est parce qu'on n'est pas toujours la personne la mieux placée comme parent, malheureusement, parce qu'on est impliqué émotivement. Je le sais. Et moi-même, comme mère, puis je suis conseillère d'orientation, j'ai dû l'apprendre moi-même.
Et parfois, pas parfois, le plus important, c'est que notre jeune puisse se confier à une personne de confiance. Donc, parfois, c'est un conseiller d'orientation, parfois, c'est une personne de la famille. Et puis, je m'inscris dans ce qu'Audrey disait, c'est malgré toutes nos bonnes intentions, c'est, je vais juste le dire autrement qu'Audrey, mais c'est la même chose, c'est d'être seulement présent puis de lui demander qu'est-ce que je peux faire. Parfois, c'est de seulement ne pas lui poser de questions, mais d'être présent quand il en a besoin. Puis de lui offrir notre support et notre aide s'il en a besoin. Audrey, je vais te passer la balle vu que Josée a réagi à ce que tu avais dit. J'aimerais ça t'entendre sur quand on a fait la préparation, tu as parlé de notre propre bagage comme parents. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Oui, je suis très d'accord avec ce que Josée a amené. Puis moi, en fait, ce que j'ai observé dans mon contact avec les jeunes, c'est que souvent, faut que, en tant que parent, il faut être au clair avec c'est quoi mon bagage par rapport au choix de carrière. Est-ce que j'ai fait, par exemple, j'ai pas eu l'opportunité d'aller à l'université quand j'étais jeune, et là, donc, je reporte cette aspiration-là sur mon enfant, lui mentionnant très important que l'université, moi, je trouve que c'est vraiment important les études universitaires. Ça peut être tout à fait vrai, mais c'est important comme parent, oui, d'être présent, mais aussi d'être très conscient de nous. On part de où comme parents quand on veut parler de choix de carrière avec notre enfant? C'est quoi notre positionnement? C'est quoi notre bagage? Puis, tu sais, pas de ne pas le dire, mais d'être au clair comme parent avec ça. On part d'où quand on essaie de conseiller notre jeune dans son choix de carrière? Oui, merci. Louis, je vais te laisser le mot de la fin pour les parents. Bien, avant même que les enfants puissent avoir des projets d'avenir, ils sont le projet de leurs parents. Donc, souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un parent, généralement, ça l'adore, son enfant, ça l'aime, son enfant, ça veut son bien, sa sécurité, etc. Et on peut avoir souvent le réflexe comme parent de vouloir donc protéger notre enfant je vais lui apporter des conseils, je vais lui apporter de l'information d'initié parce que j'ai déjà vécu ça, je veux le prévenir. Or, la meilleure chose qu'on peut faire avec quelqu'un, faut savoir retenir ces conseils-là, ces informations-là quelque temps, puis juste se mettre d'abord à écouter. Là, il y a des gens qui pourraient me dire, écoutez, oui, mais ils sont devant leur écran, ils ne sont pas disponibles, etc. Toute activité est bonne. Un dîner, un souper, une sortie au cinéma, etc. Puis, ce que je vous invite à écouter rapidement, ce n'est pas de demander, écoutez, ce qu'ils veulent faire plus tard. C'est que dans toute situation qui est vécue, écoutez ce qu'ils disent, écoutez ce qu'ils ont l'air de faire et reflétez, c'est le mot-clé ça, reflétez ce que vous observez. Reflétez ce que vous entendez. Dites-le à l'enfant, tu as l'air d'être quelqu'un qui aime ça, telle chose. Tu as l'air d'être quelqu'un de valeur qui aime ça, qui accorde de l'importance à ceci. Tu as l'air quelqu'un qui est à l'aise, aptitude dans ceci, ça, dans ceci, cela. Parle pas de carrière. On aide à construire du sens chez la personne et le jeune se sent en contrôle et en même temps écouter. Je verrai si je vais réussir de mon côté là, une fois que mon fils sera adolescent. Oui, ça, c'est un test de réalité. Hey, je pense que le monde en aurait pris. Je vois les commentaires dans le chat. Là. Merci, c'est super intéressant, profond. Il y a quelqu'un qui a mis Louis, t'es mon idole. Audrey, tu as des collègues étudiants de l'Université de Sherbrooke qui sont branchés. Vous vous complétez super bien. Oui, Josée? Je voudrais juste ajouter une petite chose, j'ai oublié de dire. Juste se rappeler quand nous, on avait l'âge de notre jeune. Il y a quelqu'un qui a mis ça dans le chat. Ah, OK. Super bon point. Juste nous, quand on se rappelait quand on avait l'âge de notre jeune, de quoi on avait besoin, puis qu'est-ce qui nous dérangeait nous-mêmes, tu sais, puis ça nous aide beaucoup. Tellement. Ben, merci pour votre sagesse. Puis votre contribution à la réflexion, là, je pense que ça éclaire grandement les résultats du sondage. Je vais retourner à notre parrain maintenant, qui voulait de l'éclairage. Puis Guy, on va prendre vos réactions sûrement de papa. Oh oui, écoutez, là, papa employeur. Oui, un mélange d'employeurs et de papa. J'en ai 4 jeunes là, qui ont aujourd'hui entre 25 et 30 ans. Alors, je suis passé à travers pas mal d'étapes, là, puis je pense qu'en écoutant aujourd'hui, je ne me mettrai pas 10 sur 10. Là. Je pense qu'il y a des affaires que j'aurais pu faire différemment. Mais moi peut-être 3 messages. Je pense qu'il faut regarder le verre à moitié plein. La motivation, elle remonte chez nos jeunes là, quand même. Imaginez si elle était encore en forte diminution.
je pense qu'il y a du positif derrière ça. Puis moi, de voir là, qu'il y a presque 1000 personnes sur la ligne, là, je vous félicite tout le monde parce que, tu sais, c'est en coopérant ensemble. Là. Il n'y a pas une recette pour un jeune, il n'y a pas une personne qui va juste tout seul faire la différence, qu'on soit le papa, la maman, le professeur, un mentor. C'est un mélange de plein d'actions qui aident le jeune à se construire. Et aujourd'hui, il y a probablement 1000 personnes qui contribuent à construire un paquet de jeunes à sa façon. Et c'est la multiplication de ça. Fait que ça, mais de voir que la motivation remonte là, dès 2021, pour moi, c'est un signal qui est extrêmement positif. Peut-être un commentaire d'employeur. Moi, ce que j'ai découvert dans l'épanouissement personnel des gens, des jeunes qui veulent travailler, que ce soit dans des stages ou que ce soit à temps plein, c'est vraiment le sens de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Tu sais, je donne l'exemple de Desjardins, mais il y a des gens qui aiment travailler pour Desjardins parce qu'ils savent ou ils sentent qu'on fait plus que juste le rôle d'une institution financière dans la société. Donc, j'ai réalisé que le sens de ton travail ou le sens de l'entreprise pour laquelle tu travailles peut aussi contribuer à l'épanouissement personnel de la personne parce qu'elle a l'impression de faire plus que la tâche. Il y a plein de professeurs sur la ligne, là, le sens est important au-delà de la commission scolaire ou du centre de services partagés ou de l'école pour laquelle vous enseignez. Fait il y a de ça aussi chez les jeunes qui aident à l'épanouissement personnel. Puis, j'ai bien aimé là, t'as l'air de quelqu'un qui, je pense que ça peut être bon pour des jeunes, mais je pense que ça peut aider aussi beaucoup d'employeurs qui embauchent des jeunes qui peuvent les aider avec une question comme ça. Fait que non, c'est très riche. Vraiment, Catherine, merci aux panélistes. Là. C'est toujours stimulant pour moi de vous écouter. Là. Je pense que ça m'aide à devenir un meilleur papa, puis peut-être un meilleur président aussi. Yay! C'est ça notre but. Je pense qu'on aurait tous pris beaucoup plus des conseils. Je vois beaucoup de commentaires passer. Là, merci, mon fils. Là, je pense que les gens ont embarqué dans leur rôle de parent dans les dernières minutes. Fait qu'on peut maintenant prendre des questions. Josée, je sais que tu dois partir bientôt, je pense. Alors, je vais te remercier tout de suite dans 2 minutes. Une question qu'on a reçue qui est justement dans la lignée des parents, des outils. Il y a quelqu'un qui demandait je veux bien parler avec mon jeune, l'accompagner, tout ça. Auriez-vous des suggestions d'outils pour m'aider à me préparer à faire ça? Bien, écoute, si tu me permets de répondre, puis en même temps, je vais vous saluer. Il y a le site Espace Parents. Espace Parents, c'est un site de l'Ordre des conseillers d'orientation avec la Fédération des comités de parents du Québec. Il y a plusieurs conseils destinés aux parents pour aider les jeunes à les accompagner dans leur démarche d'orientation. Puis il y a toutes sortes de liens aussi même là, vers les psychoéducateurs, les orthophonistes pour aider les parents à comprendre le rôle des différents professionnels pour aider les jeunes. Puis il y a des liens vers toutes sortes de sites, d'autres sites Internet, dont Academos. Alors, il y a toutes sortes de ressources. Quelqu'un vient de le mettre dans le chat. C'est fantastique. Alors, merci beaucoup. Je vous remercie. Je suis vraiment désolée de devoir vous quitter, mais j'ai une journée là, très remplie. Je vous remercie de l'invitation. Félicitations pour ce beau sondage. Merci tout le monde. Encore une fois, à bientôt. Ça me fait plaisir. Au revoir. Bonne journée. Oui. Est-ce que Audrey ou Louis, il y a des gens qui mettent des choses dans le chat. Là. Il y a eu le livre d'Isabelle Falardeau qui est passé. Donc, vous pouvez regarder le chat aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'intervenants qui mettent des ressources en ce moment. Louis et Audrey? Ben moi, je pourrais dire qu'il y a le livre Ado en mode décision. Ben oui! qui a été écrit dans l'optique justement d'accompagner autant les professionnels que les parents. Là, je le dis en blague parce que c'est moi qui l'ai écrit. Puis c'est basé sur une recherche, mais l'important, c'est que ce soit Espace Compétences, Academos, les livres qui sont proposés. Moi, je reviens là-dessus, je vais taper sur le clou. C'est surtout les faire ensemble. Donc, ce n'est pas que le parent fasse quelque chose de son enfant ou que le parent dit à son enfant « tu devrais faire ci », mais c'est de le vivre ensemble, puis d'avoir, puis je sais que ce n'est pas toujours facile, puis je sais qu'à l'âge de l'adolescence, des fois, les parents ne veulent pas les avoir autour, etc. Puis c'est le grand défi. Puis soyons réalistes, le premier défi, c'est d'entrer en relation avec son enfant. Après, on peut travailler avec lui, avec elle, mais ça revient aux questions de que l'enfant
a son discours intérieur, mais qu'il puisse entendre de son parent des reflets, le reflet de ce qu'il voit d'elle, de lui, comme intérêt, valeur, force. Super. Audrey, avais-tu une ressource à nous proposer? Je veux dire que j'ai beaucoup apprécié le livre L'ado en mode décision comme conseil d'orientation. Puis, ce que je dirais de manière peut-être un petit peu plus pratique pour les jeunes anxieux, ce qui peut être bien, c'est de prévoir des moments précis où on va discuter de choix de carrière. Donc, vraiment prévoir un espace-temps, de dire, bon, mercredi soir, on prend 1 heure, on fait des recherches ensemble, mais de vraiment l'inscrire à l'horaire. Puis après ça, s'il ne veut plus en reparler pendant 2 semaines, on n'en reparle plus pendant 2 semaines, mais de vraiment prévoir des moments précis à l'horaire, puis aussi peut-être d'essayer de déconstruire le choix, parce qu'on parle de choix de carrière, ça semble être une montagne à gravir, un objectif impossible, mais de vraiment le déconstruire en petites étapes. Je pense que ça peut être bien aussi quand on essaie d'accompagner notre jeune à faire un choix de carrière. Super, merci. Academos, on a une zone parents aussi, donc on a des articles de blog peut-être plus tournés vers les expériences concrètes là, ou le contact avec le marché du travail. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez aller voir aussi. Je vais prendre une dernière question, puis peut-être un de vous deux. Il y a une question que nous, on avait, puis qui est ressortie dans le chat aussi, c'est sur la motivation à l'école. Comment expliquer qu'elle a remonté la motivation alors qu'on avait un contexte à peu près similaire à l'année dernière avec de l'école à distance, à peu près la même période, un couvre-feu et en plus une fatigue pandémique, là, parce que ça faisait 1 année de plus quand même qu'on était en pandémie. Est-ce que vous auriez comme brièvement... Louis, OK, tu as levé la main. Oui, c'est ça, je vais avoir une réponse très professeur, là, mais l'adolescence, l'entrée dans l'âge adulte, la connaissance de soi à cet âge-là se construit au travers de la reconnaissance de soi. C'est une période où l'identité se forge au travers de l'interaction avec les autres, de ce qui nous est retourné, de l'impact qu'on a. Donc, c'est clair que des jeunes qui ont été pendant toute une année à la maison, dans leur chambre, à suivre des cours en Zoom, c'est pas en priori propice à ce groupe d'âge-là. Ça l'est peut-être plus pour moi à 50 ans qui s'est dit, je vais travailler de chez nous, mes 3 écrans, je suis donc bien mon petit café, etc. Mais je passe même étape de développement-là de ma vie. La même chose, on l'a vu, moi je l'ai vu à l'université, les étudiants, les cours, qu'il y a des interactions, ça peut être apprécié. Cela étant dit, c'est vraiment, il faut tenir compte à quel point l'interaction fait partie de la vie de la personne. Puis le lien avec la motivation, c'est que dans la motivation, il peut y avoir l'autonomie, il peut y avoir plein de choses, mais il y a l'appartenance. L'appartenance contribue grandement à la motivation et d'autant plus à l'identité, à l'adolescence puis l'entrée dans l'âge adulte. Tout à fait, tout à fait. Fait qu'on va clore là-dessus la période de questions. Comme je disais tout à l'heure, je sais qu'il y en a eu plein de posées. On va faire une foire aux questions qui va être sur le site du rapport. Donc, on va s'assurer de répondre à tout ça, là, puis de colliger toutes ces réponses-là sur le site du rapport. Alors, on arrive à la fin de notre webinaire dans un contexte qu'on a fait dans un contexte économique de transformation du marché du travail, etc. C'était vraiment important pour nous d'aller chercher cette information-là. Puis, je pense qu'on peut voir toute la pertinence avec les échanges qu'on vient d'avoir. Les résultats, ils prouvent l'importance aussi qu'on continue nos efforts collectifs pour soutenir nos jeunes dans leur motivation scolaire, dans leur choix de carrière. Donc, c'est ce que je nous souhaite. Hélène, est-ce que tu pourrais remettre la présentation pour qu'on ait les dernières diapos? Il y a quelqu'un c'est drôle, il y a quelqu'un qui a mis dans le chat il y a 2-3 minutes pourquoi personne n'a parlé de Explore ton futur d'Academos. Donc, vous l'avez à l'écran. C'est un jeu questionnaire qu'on a développé en collaboration avec Desjardins pour aider les parents à parler d'avenir scolaire et professionnel avec leurs ados. Donc, si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, notez le lien qu'il y a dans la diapo en ce moment. C'est comme un jeu de tarot qu'on a fait là, pour que ça soit amusant aussi d'en parler. Puis, justement, Audrey en a bien parlé tout à l'heure de l'anxiété que peuvent générer ces discussions-là. De le faire de manière ludique, là, ça peut être le fun aussi. Fait que j'encourage tous les parents d'ados à explorer cet outil-là, de poursuivre la discussion. Si vous êtes intervenant, n'hésitez pas à l'utiliser aussi, il est le fun quand on est intervenant.
Donc, voilà. Je rappelle que vous allez recevoir le rapport par courriel puisque vous étiez présente à l'événement d'aujourd'hui. On vous invite à le partager dans votre réseau. Il est gratuit, le rapport, donc n'hésitez pas à l'utiliser dans vos milieux de travail, à le partager à vos amis, à vos collègues. Et je vais terminer en remerciant Desjardins, notre parrain, Guy Cormier, toujours éclairant aussi dans ses interventions. Audrey Dupuis, Louis Cournoyer, José a déjà quitté. Merci infiniment pour vos éclairages. Je pense qu'on repart tout avec plein de questions, mais aussi une meilleure compréhension là, de ce qui peut se passer dans la tête de nos jeunes. Et enfin, merci de votre présence à tout le monde qui est branché aujourd'hui. On a frôlé le 1000 personnes branchées tout à l'heure. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'événements qui parlent de jeunesse au Québec qui rassemblent autant de monde. Je suis vraiment super contente là, de la participation, qu'il y a eu autant de réponses sur une thématique qui est tellement importante là, pour l'avenir de notre société. Donc, merci. Bon après-midi. J'espère qu'on vous a inspiré aujourd'hui. C'est bon?